c'est bien d'être en vie et de se rappeler que c'est une chance que d'être en vie. Un soir de septembre 2003, à Rome, les portes d'une église s'ouvrent sous les flashs des photographes. Des dizaines de caméras sont braquées vers l'allée centrale. Les invités se lèvent, les murmures se taisent, et une femme apparaît lentement au bras de son père. Cette femme ne porte pas seulement une robe de mariée, elle porte aussi l'attention de toute la presse européenne. Elle s'appelle Clotilde Courreau. À cet instant précis, l'actrice française s'apprête à épouser Emmanuel Philibert of Savoy, héritier de la célèbre maison de Savoie, une dynastie qui pendant des décennies a régné sur l'Italie. Pour beaucoup de spectateurs, la scène ressemble à un conte de fées moderne, une actrice indépendante devenue princesse, une histoire romantique capable de séduire l'imaginaire du public. Pourtant, derrière cette image élégante, se cache une réalité beaucoup plus complexe. Car la famille de Savoie n'est pas seulement une famille royale prestigieuse, elle est aussi une famille marquée par l'histoire, les exils et les controverses. Pendant près d'un siècle, la dynastie a occupé le trône d'Italie. Mais après la Seconde Guerre mondiale, tout bascule. En 1946, un référendum historique met fin à la monarchie italienne. Le dernier roi, Umberto II of Italy, est contraint de quitter le pays. La famille royale part alors en exil, laissant derrière elle un pays profondément divisé. Depuis ce moment, le nom Savoie n'évoque plus seulement la noblesse et la tradition. Il évoque aussi un passé politique compliqué et une réputation souvent discutée dans la presse européenne. C'est dans cet univers chargé d'histoire que Clotilde Courreau fait soudainement son entrée. Pour les journalistes présents ce jour-là à Rome, une question revient sans cesse. Qui est réellement cette femme qui épouse un prince ? Car Clotilde n'est pas une princesse façonnée par les règles de la cour. Elle est avant tout une artiste, une actrice connue pour son tempérament indépendant, pour ses choix audacieux au cinéma et pour son attachement profond à la liberté. Depuis le début de sa carrière, elle refuse les étiquettes. Elle préfère les plateaux de théâtre aux salons mondains et les rôles exigeants aux apparitions médiatiques faciles. Dans une interview, elle dira un jour avec simplicité « Je suis actrice avant tout ». Cette phrase résume presque tout. Car au moment où elle prononce ses vœux à Rome, personne ne sait encore si cette liberté pourra vraiment coexister avec le poids d'une dynastie royale. Certains journalistes parlent alors d'un mariage romantique. D'autres, plus prudents, évoquent déjà une rencontre improbable entre deux univers totalement différents. D'un côté, un prince né dans une famille marquée par l'histoire et les traditions. De l'autre, une artiste parisienne qui n'a jamais rêvé de devenir princesse. Deux mondes que tout semble opposer. Et pourtant ce soir-là, sous les lumières de Rome, ces deux mondes se rejoignent. Mais pour comprendre comment cette histoire a réellement commencé, et pourquoi elle a fasciné autant la presse européenne pendant plus de 20 ans, il faut revenir en arrière. Bien avant les cérémonies royales, bien avant les flashs des photographes. À l'époque où Clotilde Courreau n'était encore qu'une jeune actrice parisienne qui n'imaginait pas que son destin allait un jour croiser celui d'un prince. Bien avant les cérémonies royales et les titres princiers, la vie de Clotilde Courreau se déroule à Paris, loin des palais et des traditions aristocratiques. Née en 1969 dans la banlieue parisienne, Clotilde grandit dans un environnement où l'art et la curiosité intellectuelle occupent une place importante. Très jeune, elle développe un goût pour la scène et le cinéma. À l'adolescence déjà, elle sait qu'elle veut devenir actrice. Non pas pour la célébrité, mais pour la liberté que ce métier lui promet. Dans les années 1990, elle commence à se faire remarquer dans le cinéma français. Son visage apparaît dans plusieurs films et les critiques soulignent rapidement quelque chose de particulier chez elle. Une présence naturelle, presque indomptable. Clotilde ne correspond pas au modèle classique des stars du cinéma. Elle choisit ses rôles avec instinct, souvent dans des projets exigeants, parfois risqués. Un critique de cinéma écrira même un jour que Clotilde Courreau possède une liberté presque sauvage à l'écran. Cette liberté devient rapidement sa signature. Contrairement à d'autres actrices de sa génération, Clotilde ne cherche pas à entrer dans le cercle fermé des célébrités parisiennes. Elle préfère rester discrète, travailler sur scène, explorer différents univers artistiques. Le théâtre devient d'ailleurs pour elle un espace essentiel. Là, loin des caméras et des tapis rouges, elle peut expérimenter, apprendre, se transformer. Dans plusieurs interviews,
Elle évoquera souvent cette période comme la plus importante de sa vie. « Le théâtre m'a appris à rester libre », dira-t-elle un jour. Cette phrase explique peut-être pourquoi l'idée d'un destin princier semblait alors totalement improbable. Car Clotilde n'a jamais rêvé de palais ni de couronne. Elle n'appartient pas à ce monde-là. Elle n'a ni le langage, ni les codes, ni les ambitions que l'on associe habituellement aux cercles aristocratiques européens. À Paris, ceux qui la connaissent la décrivent comme une femme directe, parfois même imprévisible. Elle préfère les discussions passionnées aux dîners mondains. Elle s'intéresse davantage à la littérature, au théâtre et à la création artistique qu'aux conventions sociales. C'est peut-être pour cette raison que les journalistes, des années plus tard, auront tant de mal à comprendre comment cette actrice indépendante a pu tomber amoureuse d'un prince. Car à cette époque, rien dans la vie de Clotilde Courreau ne semble annoncer un tel destin. Et pourtant, pendant que la jeune actrice construit patiemment sa carrière à Paris, quelque part en Europe, un homme vit une histoire très différente. Un homme né dans une famille, qui a perdu son trône, mais qui porte encore un nom chargé de plusieurs siècles d'histoire. Cet homme s'appelle Emmanuel Philibert of Savoy, un prince né dans l'exil, héritier d'une dynastie qui tente de retrouver sa place dans l'Europe moderne. Et bientôt, le destin de ces deux personnes que tout oppose va se croiser d'une manière totalement inattendue. Car leur première rencontre ne se produit ni dans un palais, ni dans un théâtre, ni même dans un studio de cinéma. Elle aura lieu lors d'une soirée où les mondes de l'aristocratie et de la culture se croisent parfois, sans imaginer que cette rencontre va changer la trajectoire de deux vies. À la fin des années 1990, la vie de Clotilde Courreau suit son cours à Paris. Elle tourne, joue au théâtre, construit patiemment sa carrière. Rien ne laisse penser que son destin va soudain basculer. Et pourtant, quelque part en Europe, lors d'une soirée mondaine où se mêlent artistes, aristocrates et personnalités influentes, une rencontre va tout changer. C'est là que Clotilde croise pour la première fois le regard d'un homme qui porte un nom chargé d'histoire, Emmanuel Philibert of Savoy. À ce moment-là, Emmanuel Philibert n'est pas encore une figure très connue du grand public. Il est le fils de Vittorio Emanuele of Savoy, héritier de la dynastie Savoy, une famille qui a longtemps régné sur l'Italie avant d'être contrainte à l'exil après la Seconde Guerre mondiale. Le prince a grandi loin du trône que sa famille a perdu. Sa vie ressemble davantage à celle d'un homme moderne qu'à celle d'un prince traditionnel. Il vit entre plusieurs pays européens, travaille dans la finance et tente de construire sa propre identité loin du poids du passé. Mais ce soir-là, lorsqu'il rencontre Clotilde Courreau, quelque chose semble immédiatement le toucher. Plus tard, il racontera dans une interview « Quand j'ai rencontré Clotilde, j'ai tout de suite compris qu'elle était différente. Différente parce qu'elle ne se comporte pas comme les femmes que le prince rencontre habituellement dans les cercles aristocratiques. Elle ne semble pas impressionnée par les titres. Elle ne s'intéresse pas aux dynasties, elle parle simplement, avec la spontanéité d'une artiste parisienne. Et c'est précisément cela qui intrigue Emmanuel Philibert. Pourtant, du côté de Clotilde, la réaction est beaucoup plus prudente. Elle sait très bien ce que représente un prince dans l'Europe contemporaine. Un monde de traditions, d'obligations, de protocoles. Un univers presque opposé à celui qu'elle s'est construit dans les théâtres et les studios de cinéma. Plus tard, elle confiera avec franchise « Je ne voulais pas entrer dans un monde qui n'était pas le mien ». Pendant un moment, leur histoire reste incertaine. Clotilde ne cherche pas cette relation. Elle ne rêve pas de devenir princesse. Elle continue sa vie, ses tournages, ses répétitions de théâtre. Mais Emmanuel Philibert, lui, ne renonce pas. Le prince revient vers elle. Il l'invite à dîner, il l'appelle. Il tente de mieux comprendre cette femme libre qui ne semble appartenir à aucun cercle. Peu à peu, malgré leurs différences, une relation commence à naître. Pour la première fois peut-être, le prince découvre une femme qui ne le regarde pas comme un héritier royal, mais simplement comme un homme. Et pour Clotilde, Emmanuel Philibert apparaît peu à peu comme quelque chose d'inattendu. Un prince qui cherche avant tout une vie normale. Mais leur histoire ne se déroule pas dans le secret. Très vite, les rumeurs commencent à circuler dans la presse européenne. Les journalistes s'interrogent. Une actrice française et un prince héritier d'une dynastie historique ? Pour beaucoup d'observateurs, cette relation semble improbable. Et pourtant, au fil des mois, cette relation devient de plus en plus sérieuse.
Sans le savoir encore, Clotilde Courreau est en train de s'approcher d'un choix qui pourrait transformer sa vie à jamais. Car aimer un prince ne signifie pas seulement partager une histoire d'amour, cela signifie aussi entrer dans une famille royale avec ses traditions, ses attentes et ses jugements. Et lorsque leur relation devient publique, une question commence à circuler dans les cercles aristocratiques européens. La famille Savoy acceptera-t-elle vraiment qu'une actrice parisienne devienne un jour l'une des leurs ? Pour les observateurs de la noblesse européenne, la situation est délicate. La maison de Savoie est une dynastie ancienne, profondément attachée aux traditions. Pendant des siècles, les alliances matrimoniales des familles royales obéissaient à des règles strictes. On épousait généralement quelqu'un issu d'une autre famille aristocratique. Or, Clotilde Courreau ne vient pas de ce monde, elle est actrice, une artiste parisienne indépendante qui mène sa carrière sans chercher à se conformer aux codes de la noblesse. Dans certains cercles aristocratiques, la nouvelle de ce mariage possible provoque une certaine surprise. Un journaliste italien écrira à l'époque que cette union pourrait être l'une des plus inattendues de l'histoire récente de la noblesse européenne. Mais Emmanuel Philibert ne semble pas hésiter. Pour lui, la décision est déjà prise. Lors d'une interview, il explique simplement « Je l'ai choisie parce qu'elle est libre ». Cette phrase révèle beaucoup de choses. Le prince n'a pas choisi une princesse formée au protocole. Il a choisi une femme qui reste elle-même, même face à une dynastie historique. En 2003, la décision devient officielle. Le mariage est annoncé. Très vite, les médias européens s'emballent. Les journaux parlent d'un mariage princier moderne, les chaînes de télévision se préparent à couvrir l'événement. La cérémonie est organisée à Rome, ville symbolique pour l'histoire de la famille Savoy. Le jour du mariage, des centaines de journalistes se rassemblent devant l'église. Les invités arrivent les uns après les autres. Aristocrates européens, personnalités du monde politique, amis proches du couple. Lorsque Clotilde Courreau apparaît, vêtue de blanc, l'image frappe immédiatement les esprits. Elle n'a rien d'une princesse traditionnelle. Son allure reste celle d'une actrice parisienne, élégante mais simple, presque naturelle. Les photographes immortalisent la scène. Les journaux du lendemain parlent d'un moment historique. Mais derrière les images romantiques, une question continue de circuler dans la presse. Clotilde Courreau va-t-elle vraiment accepter le rôle que lui impose désormais son nouveau statut ? Car devenir l'épouse d'un prince signifie souvent entrer dans un monde de règles, de protocoles et de responsabilités. Or, Clotilde n'a jamais construit sa vie autour de ces contraintes. Et très vite, elle va montrer qu'elle ne compte pas abandonner ce qui fait son identité. Contrairement à ce que certains imaginent, elle ne met pas sa carrière entre parenthèses. Elle continue de jouer au théâtre, d'accepter des rôles au cinéma, de vivre principalement à Paris. Pour certains observateurs, c'est une révolution silencieuse. Une princesse qui reste actrice. Une épouse princière qui refuse de se transformer en figure protocolaire. Dans la presse française, un journaliste résumera la situation d'une phrase « Clotilde Courreau n'a jamais essayé de devenir une princesse classique ». Et peut-être est-ce précisément cette attitude qui fascine le public. Car au lieu de se fondre dans les traditions, Clotilde semble apporter quelque chose de nouveau à la maison de Savoie. Une vision moderne, presque artistique, de la vie. Mais cette liberté a aussi un prix. Car lorsqu'un mariage unit deux mondes aussi différents, celui de la noblesse et celui de l'art, les tensions ne disparaissent jamais complètement. Et au fil des années, la question que se posaient les journalistes au moment du mariage va revenir avec de plus en plus d'insistance. Comment une actrice indépendante et un prince héritier peuvent-ils réellement construire une vie commune ? Après le mariage de 2003, beaucoup imaginent que la vie de Clotilde Courreau va changer radicalement. Dans l'imaginaire collectif, devenir l'épouse d'un prince signifie souvent quitter sa carrière, s'installer dans un palais et adopter une vie entièrement dédiée aux obligations protocolaires. Mais très vite, Clotilde montre que son histoire ne suivra pas ce scénario. Elle reste avant tout une actrice. Alors que certains observateurs s'attendaient à la voir disparaître des plateaux de tournage, elle continue à jouer au théâtre, à participer à des projets artistiques et à vivre une grande partie de l'année à Paris. Son univers reste celui des répétitions, des metteurs en scène, des coulisses et des créations artistiques. Pour beaucoup de journalistes, cette situation est inhabituelle. Dans les familles royales traditionnelles, les épouses des princes adoptent généralement un rôle public très codifié.
mais Clotilde Courreau ne semble jamais vouloir entrer dans ce moule. Un journaliste français écrira un jour « Clotilde Courreau est probablement l'une des rares princesses européennes à avoir gardé l'âme d'une actrice. » Et cette indépendance devient l'un des éléments les plus fascinants de son histoire. Car pendant que Clotilde poursuit sa carrière artistique à Paris, Emmanuel Philibert of Savoy mène lui aussi une vie très différente de celle des princes traditionnels. Né dans l'exil, après la chute de la monarchie italienne, il n'a jamais vécu dans un palais royal. Il partage son temps entre plusieurs pays, travaille dans différents domaines et apparaît parfois dans des émissions de télévision ou des événements médiatiques. Peu à peu, le couple construit donc une organisation singulière. Ils ne vivent pas toujours dans la même ville, ils ne suivent pas les règles habituelles des couples princiers. Ils avancent chacun avec leur propre rythme. Mais au cœur de cette relation naît quelque chose d'essentiel. Une famille. En 2003, la même année que leur mariage, leur première fille voit le jour, Vittoria of Savoy. 3 ans plus tard, naît leur deuxième fille, Louisa of Savoy. Avec l'arrivée de Vittoria, l'histoire de la famille Savoy prend une dimension nouvelle. Pendant des générations, les règles de succession de la dynastie excluaient les femmes. Mais Emmanuel Philibert décide de changer cette tradition. Il annonce que sa fille Vittoria pourra devenir l'héritière de la maison de Savoie. Cette décision est symbolique. Elle montre qu'au sein même de cette dynastie ancienne, une nouvelle génération tente d'adapter les traditions à l'époque moderne. Et pour Clotilde Courreau, ce rôle de mère semble devenir plus important que n'importe quel titre. Dans plusieurs interviews, elle parle surtout de ses filles, de leur éducation, de l'importance de leur transmettre une vie aussi normale que possible, malgré leur héritage princier. Pourtant, malgré cet équilibre apparent, la presse continue d'observer leur couple avec attention. Car aux yeux de nombreux journalistes, ce mariage reste atypique. 2 vies dans 2 villes, 2 univers très différents, et une princesse qui refuse toujours de devenir une princesse comme les autres. Avec le temps, certains observateurs commencent à se poser une nouvelle question. Cette liberté qui a rendu leur histoire si unique pourrait-elle aussi devenir la source de leur fragilité ? Pendant de nombreuses années, l'histoire entre Clotilde Courreau et Emmanuel Philibert of Savoy semble suivre un chemin discret. Le couple apparaît parfois ensemble lors d'événements publics, mais chacun continue à mener sa propre vie. Peu à peu pourtant, certains journalistes commencent à remarquer quelque chose. Les apparitions communes deviennent plus rares. Les 2 époux semblent vivre de plus en plus souvent dans des villes différentes. Clotilde reste très attachée à Paris et à son univers artistique, tandis qu'Emmanuel Philibert partage son temps entre Monaco, l'Italie et différents projets médiatiques. Dans la presse européenne, les spéculations commencent alors à circuler. Les magazines People parlent d'un couple très indépendant. Certains observateurs évoquent même une relation construite sur une forme de liberté inhabituelle pour un couple princier. Mais contrairement à d'autres histoires médiatisées, Clotilde Courreau refuse toujours d'alimenter les polémiques. Elle reste silencieuse. Lorsqu'on lui pose des questions sur sa vie privée, elle répond avec une simplicité presque désarmante. « Je ne regrette rien ». Cette phrase intrigue les journalistes. Elle ne confirme rien, elle ne nie rien, elle exprime seulement une forme de sérénité. Car au fond, Clotilde Courreau n'a jamais voulu que son identité soit définie par un titre. Au fil des années, elle continue de jouer au théâtre, d'explorer de nouveaux projets artistiques et de cultiver une vie relativement discrète. Beaucoup de journalistes français soulignent d'ailleurs ce paradoxe fascinant. Malgré son statut princier, Clotilde n'a jamais cessé de vivre comme une artiste. Un chroniqueur culturel écrira même « Elle est probablement la seule princesse européenne qui a réussi à rester pleinement actrice. » Et peut-être que c'est là le véritable cœur de son histoire. Car pour Clotilde Courreau, devenir princesse n'a jamais signifié abandonner ce qu'elle était avant. Elle reste la même femme que dans les années 1990, une actrice passionnée, une personnalité indépendante, quelqu'un qui préfère la liberté aux conventions. Aujourd'hui encore, son parcours continue de fasciner les observateurs de la vie culturelle et de la noblesse européenne. Une actrice parisienne entrée dans une dynastie royale. Un prince héritier qui a choisi une femme différente de toutes les princesses traditionnelles. Une histoire d'amour qui n'a jamais ressemblé aux contes de fées que l'on raconte aux enfants. Peut-être parce que les véritables histoires d'amour sont toujours plus complexes que les légendes.
Alors, après plus de 20 ans d'histoire commune, une question reste ouverte. L'histoire de Clotilde Courreau et d'Emmanuel Philibert de Savoie est-elle celle d'un conte de fées moderne ou celle de deux personnes qui ont simplement essayé d'aimer en restant elles-mêmes? Et vous, qu'en pensez-vous? Si cette histoire vous a surpris ou touché, dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes de personnalités qui ont marqué leur époque. Car parfois, derrière les titres et les apparences, se cachent les récits humains les plus inattendus.